On va d'abord parler de la deuxième division au Togo. Le démarrage de la nouvelle saison a été reporté au 4 mai. Nous évoquerons ensuite la Champions League, Chelsea qui fait douter Zidane et le Real. Du côté du PSG, le Paris Saint-Germain a été battu en match aller. Le club peut-il y croire au retour? Et puis l'Espagne, Barcelone, humilié chez lui par Grenade par 2 buts contre 1. On en parle, bien sûr, avec Henri Akodo de afriqueexpressport.net. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel, bonsoir à nos chers amis passionnés de sport. La nouvelle saison 2020-2021 du championnat national de football de deuxième division du Togo débutera finalement le 4 mai prochain. C'est ce que renseigne un communiqué officiel rendu public jeudi par la Fédération togolaise de football. Le démarrage de ce championnat prévu pour le 24 avril. Henri Akodo, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que ce championnat, le démarrage soit reporté? Que ce championnat-là avait été prévu, comme vous l'avez dit, au 24 avril initialement, mais il y a eu quelques problèmes sur le plan de l'harmonisation des règlements de compétition, et à ce niveau-là, la fédération a pris beaucoup de retard. Au niveau également des clubs, il n'y a pas eu une certaine préparation en bonne et due forme, donc la fédération a dû reporter cette compétition sur le 4 mai afin de pouvoir permettre aux différents acteurs de pouvoir se mettre dans le bain, notamment les différentes équipes, pour pouvoir achever la période des recrutements, de préparation, et sur le plan organisationnel, les différents stades sur lesquels va se disputer ces rencontres-là, permettre à cette fédération justement, notamment à la commission d'organisation de cette compétition, de pouvoir bien mettre les petits plats dans les grands afin que nous puissions assister à une saison assez intéressante. Nous savons tous que c'est dans un contexte assez particulier. Le football, aujourd'hui, la Fédération togolaise de football bénéficie d'une dérogation spéciale pour pouvoir organiser ces championnats-là, notamment la première division qui a déjà commencé il y a quelques semaines, la deuxième division qui va s'enchaîner. Donc il faut pouvoir organiser tout ça là afin que tout se passe dans des conditions assez idoines. La petite polémique qui naît un peu de ce report-là et du calendrier même de cette compétition, c'est que au niveau des règlements de compétition, les matchs de deuxième division se jouent en tout cas les mercredis, les jeudis en semaine, et au cours du week-end, les samedis et les dimanches. De façon inédite pour cette saison. En tout cas, ce championnat national de deuxième division va débuter un mardi. Donc ça suscite un peu la raillerie de certains acteurs qui disaient qu'il y avait besoin au niveau de la fédération de pouvoir harmoniser en tout cas les règlements de compétition. Peut-être que cela a échappé aux premières autorités de cette instance fuitière du football togolais là. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse reprendre ce championnat-là parce que c'est quasiment une année de disette avec ce contexte de coronavirus, bien évidemment. Alors, donc ça veut dire que ce report, non seulement ça aide les clubs eux-mêmes à faire les derniers réglages, mais ça aide également la fédération. Oui, effectivement, ça aide la fédération, étant donné que c'est dans un contexte assez particulier, je le disais tantôt. Au niveau des clubs également, ces clubs n'ont pas eu les subventions à temps pour pouvoir bien se préparer. Certains clubs ont déjà pris le train en marche depuis parce qu'ils bénéficient de beaucoup de moyens, notamment Asfosa de Lomé qui a un projet assez reluisant pour cette nouvelle saison. Asfosa qui est l'un des clubs historiques du Togo, le club identitaire de Baie qui, en tout cas, a eu pratiquement 2 décennies de disette. La Souza qui n'a plus retrouvé le championnat d'élite, ça fait quasiment 20 ans, qui a des ambitions de retrouver ce championnat d'élite au niveau pour la saison à venir dans un an. Et donc ces clubs, eux, ils ont fait des recrutements. Asfosa, figurez-vous, a même recruté un international congolais, Capricia Bell.
c'est assez énorme. Par contre, d'autres clubs n'ont pas eu ces moyens-là, même si Agaza également essaie de sortir la tête de l'eau avec la nouvelle pelouse qui a été mise en place au niveau de Tokoin la fois dernière. Mais je pense que ce report est venu à point nommé pour pouvoir permettre aux différents staffs techniques de pouvoir mettre dans des conditions optimum les joueurs afin qu'ils puissent faire face à l'adversité à partir du 4 mai. Alors, pour la reprise du championnat de D1, on avait débattu ici des conditions sanitaires mises en place. Est-ce que c'est les mêmes choses, les mêmes conditions qui sont mises en place pour la reprise de la D2? Exactement, vous avez tout compris, Samuel. Ce sont les mêmes conditions. Tous les joueurs ainsi que tous les membres des différents staffs techniques doivent être testés 48 heures avant les différentes rencontres. Les matchs vont se disputer sur des stades qui ont été homologués par la Fédération togolaise de football, sur des stades, dans des stades clergemés, bien évidemment. Il n'y aura pas de public à cause de la pandémie, même s'il y a une petite dérogation pour certains dirigeants de clubs qui auront ce luxe-là d'assister à ces rencontres. Il n'y aura pas un nombre assez intéressant dans ces différents stades. En plus de ça, il faut savoir que ces différents clubs, en tout cas, doivent tout faire pour pouvoir véritablement enregistrer un minimum de joueurs avant de commencer la compétition. Sinon, après, ce ne sera plus possible. Donc, voilà un peu les différentes conditions qui ont été mises en place par la Fédération togolaise de football en vue du démarrage de ce championnat national de deuxième division qui va commencer dans quelques jours. Le 4 mai prochain, on joue sur des installations différentes ou quasiment les mêmes qui accueillent la D1? C'est quasiment les mêmes installations qui accueillent la D1, notamment dans la zone sud. Vous avez les stades comme le grand stade, le stade de Kégué, le stade municipal de Lomé, le stade de la Forêt, le stade, en tout cas d'Ablogame, le stade d'Asfosa, sans oublier également le stade de la JCA. Au nord, vous avez les stades municipaux de Sokodé, celui de Kara, sans oublier celui d'Atakpamé. Donc voilà un peu les différents stades retenus par l'instance fédérale du football togolais. Deuxième sujet, nous parlons maintenant de la Champions League. Le Real Madrid de Zinedine Zidane a été mis en difficulté par Chelsea de Thomas Tuchel, mais a pu compter sur son miraculeux Karim Benzema à nouveau pour se sortir d'une épineuse situation et accrocher le match nul. Un but partout en demi-finale allée de la Ligue des Champions. J'allais dire que la muraille de la Maison Blanche a très vite cédé, déjà à la 14e minute. C'est quoi? Zinedine Zidane n'a pas pu opérer les bons choix qui s'imposaient? Zinedine Zidane, il faut le dire clairement, s'est loupé d'entrer dans cette rencontre sur le plan tactique. Il a mis en place un dispositif tactique inhabituel pour le Real Madrid. Et en tout cas, dans ces conditions où tout se joue sur des détails, lorsque vous mettez en place un système tactique assez inédit qui n'est pas habituel à vos différents joueurs, ne soyez pas surpris qu'à la fin, qu'il y ait des trous béants au sein de votre défense, par exemple. Le 3-5-2 qu'il a mis en place, je trouve ça assez inopérant, en tout cas, parce que le Real Madrid est habitué à jouer en 4-3-3 face à cette formation de Chelsea, mettre en place un 3-5-2 pour pouvoir contrecarrer Chelsea qui, par contre, maîtrise bien en tout cas ce système-là, parce que depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, c'est le dispositif tactique utilisé par l'entraîneur allemand, et il a su bien contrecarrer véritablement cette formation madrilène. On a vu à juste titre que véritablement, avec ce système, Toni Kroos avait un problème de positionnement dans l'enjeu, lui qui était chargé de ressortir les ballons. Casemiro se baladait, il ne savait pas là où se placer. Modric également était en deçà. Et les latéraux ont pris énormément d'eau, en tout cas notamment Marcelo, qui véritablement était porté vers l'avant, mais sur les retours, il n'arrivait pas véritablement pas à suivre le rythme avec l'intensité que les joueurs de Chelsea ont mise en place, avec cette qualité technique dont ils ont fait preuve sur les sorties de balles, que ce soit N'Golo Kanté, qui était monstrueux dans cette rencontre,
au niveau de la récupération, au niveau de l'orientation, avec Jorginho également, qui aspirait les deux milieux de terrain, les deux rouleurs madrilènes, notamment Kroos et Modric. Chelsea a eu énormément d'occasions, surtout en première période, et pouvait mettre au moins 3 buts, mais ils ont été inefficaces avec un Timo Werner allemand de son état, mais sincèrement, il a été catastrophique la fois dernière dans ses mouvements, dans ses prises de balles. Il avait la capacité, la possibilité de pouvoir tuer le match de but, mais il n'a pas fait. Et finalement, c'est Karim Benzema qui a sauvé la Maison Blanche d'une impasse quasiment, parce que le match s'est disputé dans des conditions climatiques assez difficiles, sur une pelouse assez détrempée. Mais Karim Benzema, lui, il a eu quand même ce génie-là, cette audace-là de pouvoir sortir la Maison Blanche d'affaires. Il devient ainsi, avec ce but qu'il a marqué, le 4e meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il a égalé un certain Raúl Blanco González. Il n'y a que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, sans oublier Robert Lewandowski qui le dévance aujourd'hui. Je pense que c'est une timide opération pour le Real Madrid qui aura beaucoup de difficultés au match retour, puisqu'en face, c'est un mur qui véritablement n'a pas cédé face à la pression du Real Madrid, parce que Zinedine Zidane, d'une part, s'est loupé, les joueurs également n'ont pas été à la hauteur des attentes. C'est vrai qu'on critique beaucoup les choix tactiques de Zinedine Zidane, les choix de positionnement de ses joueurs au cours de cette rencontre. Mais est-ce que Chelsea a été si clinquant que ça? Chelsea a été rayonnant dans le jeu, surtout en première période. Quand Chelsea a essayé de mettre le pied sur le ballon, je disais tantôt que c'est un dispositif tactique qui, en tout cas, consacre un peu la rédemption de cette formation de Chelsea, la renaissance, surtout avec l'arrivée de Thomas Tuchel, le 3-5-2, qui est maîtrisé à satiété par les hommes de Thomas Tuchel. Vous avez ces 2 pistons-là, notamment Ben Chilwell côté gauche, sans oublier Azpilicueta côté droit, qui ont en tout cas véritablement empêché les ailiers madrilènes de pouvoir se projeter vers l'avant. Et par contre, dans l'entre-jeu, vous avez Jorginho, que ce soit sur le plan défensif, mais également dans sa capacité sur des ouvertures longues à trouver des joueurs de la ligne offensive, a été brillant. N'Golo Kanté, que dire de cet international français qui a été, en tout cas, intéressant dans la partie également, de par son activité, de par ses sprints, de par ses enchaînements de routes volées, et devant Pulisic, qui permettait beaucoup avec Timo Werner. Timo Werner, c'est lui qui constitue un peu, en tout cas, le maillon faible de ce dispositif tactique de Chelsea, puisqu'il n'a pas été efficace. Mais pour le moins, qu'on puisse dire, cette équipe de Chelsea, en tout cas, a maîtrisé son sujet, mais n'a pas été décisif, n'a pas été clinique sur toutes les actions. Le football, ça se joue sur des détails, surtout à ce niveau-là. Lorsque vous faites des prestations de haute altitude, il faut être capable de pouvoir concrétiser les actions. J'ai bien peur pour Chelsea, pour le match retour. Peut-être qu'ils vont regretter ces occasions qu'ils ont vendangées, mais on attendra de voir. Alors, qu'est-ce que la Casabianca doit pouvoir bien corriger pour le retour? Revenir aux fondamentaux, revenir aux préceptes de jeu, en tout cas habituel du Real Madrid, le 4-3-3, privilégier les sorties de balles courtes, varier également avec le jeu long, parfois, parce qu'il y a beaucoup de qualités techniques dans cette équipe, beaucoup d'ingrédients, beaucoup de ressources techniques. En tout cas, quand vous avez dans votre équipe ce trident offensif composé de Toni Kroos, Casemiro et un certain Luka Modric, il faut les exploiter, il faut pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir jouer dans les conditions idoines, de pouvoir se baser sur ce qu'ils savent le mieux faire, notamment les appuis soutiens intérieurs, c'est-à-dire ce jeu en triangle à 3, pour pouvoir trouver les espaces dans la défense de Chelsea. Une défense de Chelsea qui est assez imprenable, mais je pense qu'il y a quand même de la qualité technique au niveau du Real Madrid pour prendre à défaut Chelsea, surtout avec un Karim Benzema qui rayonne depuis le début de la saison. Peut-être que cette rencontre va consacrer également le réveil tardif peut-être d'un certain Eden Hazard qui a un grand rendez-vous avec l'histoire. Il va retrouver son ancien club à Stamford Bridge dans un match décisif avec une saison assez difficile qu'il est en train de faire, barré par des blessures à répétition. Peut-être qu'il va se réveiller enfin dans cette rencontre face aux hommes de Roman Abramovich.
Troisième sujet, on reste toujours dans la Champions League. Le Paris Saint-Germain a besoin d'un nouvel exploit en Ligue des Champions pour effacer sa demi-finale. Elle est perdue mercredi contre Manchester City 2-1. Il lui faudra retenir la leçon de la première manche des stars au top niveau de la confiance. Paris est au pied du mur. On a suivi ce match aller entre Paris et Man City. Paris y a cru. Paris a dominé la première mi-temps. Mais en seconde mi-temps, Paris a un peu peut-être péché par excès de confiance. Oui, vous avez bien planté le décor, le rayonnement et l'effondrement pour Paris. Paris qui a su être lumineux en première période avec un jeu tourné vers l'avant, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité sur le porteur du ballon. On a vu, ils ont mis à rude épreuve cette formation de City qui n'arrivait pas à produire son jeu. Paris a produit un jeu consistant. Et ils ont marqué ce premier but grâce à un certain Marquinhos. Derrière, ils ont eu des occasions. Ils n'ont pas été efficaces. Et en deuxième période, cette cathédrale qu'un certain Mauricio Pochettino avait érigée s'est écroulée finalement face à la pression mise par les joueurs de Man City. Je pense que les Parisiens se sont en tout cas fait tirer des balles dans les poumons finalement, parce qu'ils se sont sabordés tout seuls, ils se sont liquéfiés tout seuls, parce qu'il ne fallait pas reculer face à la pression de cette formation Citizens. Ils l'ont fait finalement, et cela, véritablement, n'a pas payé pour eux. Vous avez des joueurs en deuxième période. Les lignes étaient assez disparates. Des joueurs qui n'arrivaient plus à défendre, notamment Kylian Mbappé et Neymar, au-delà de tout ce qu'on peut, en tout cas, leur concéder comme talent, leur prise de vitesse, leur qualité technique. Je pense qu'ils ont été catastrophiques en deuxième période, surtout sur le plan défensif. Ils ne revenaient plus faire des efforts. Et à ce niveau-là, Man City en a profité pour mettre la pression et pour pouvoir marquer, en tout cas, égaliser d'abord et marquer ce deuxième but par l'entremise d'un certain international algérien, Riyad Mahrez, qui a marqué un super coup franc. Je pense que les hommes de Pep Guardiola ont su tenir la dragée haute face à Paris. Paris s'est tout simplement délité tout seul. Quand on regarde le visage de ce match aller, on se dit qu'en match retour, sur ces installations, la tâche va être très rude pour Paris. Elle va être très rude pour Paris, étant donné qu'en face, c'est quand même une machine infernale, bien préparée pour ces genres de rencontres. Vous avez cette formation de Man City, qui est en tout cas la crème des crèmes sur le plan collectif, une équipe qui possède beaucoup de ressources, tant sur le plan technique, mais également sur le plan de la maturité, avec des joueurs qui en veulent la mort, qui sont déterminés, qui sont des génies quasiment, une constellation de stars. Kevin De Bruyne, quel joueur, l'international belge, qui est capable à lui tout seul de voir tout, alors que ses coéquipiers ne voient rien. Lui seul, il a cette capacité gestuelle et cette rapidité visuelle de voir tout avant tout le monde. Et donc, vous l'avez vu sur ce but égalisateur, il a été exceptionnel. Et en face de cette formation parisienne, je pense que Man City a toutes les cartes en main pour pouvoir déjouer les pronostics. En tout cas, cette formation Citizens est bien partie pour jouer sa première finale de l'histoire en Ligue des Champions. D'autant plus que pour espérer passer en demi-finale, Paris doit devoir marquer plus de 2 buts. Paris doit devoir marquer plus de 2 buts. Une statistique qui révèle au grand jour un peu les carences de cette formation parisienne, c'est que face à Manchester City lors de cette première manche, Kylian Mbappé n'a pas tiré. C'est quand même ahurissant. C'est la première fois que le champion du monde français n'arrive pas à tirer au but dans un match de Champions League. Une statistique famélique qui, en tout cas, prouve un peu le caractère insipide et fade de la prestation de Kylian Mbappé. Si le PSG doit pouvoir renverser la vapeur, il va falloir que ces joyeux rutilants soient au niveau, notamment Kylian Mbappé, qu'il arrive à jouer simple, à pouvoir jouer avec des partenaires bien combinés et ne pas forcément insister, persister par rapport à la solution individuelle, parce que parfois il déjoue quand il veut forcer les feintes ou les dribbles, les portes se ferment devant lui. Il va falloir jouer simple, chercher les repères à l'intérieur, les relais également, avec un Neymar également qui a joué à la Baba la fois dernière. Je pense que Mauricio Pochettino doit pouvoir oser plus dans le jeu, demander à ses joueurs d'être beaucoup plus agressifs sur le porteur du ballon, de faire des efforts, revenir fermer les lignes de passe, puisqu'en face, c'est quand même une machine infernale, avec des joueurs qui sont capables de pouvoir vous sortir un coup de génie et mettre en mal votre équipe. Donc je pense qu'aujourd'hui, le PSG est au pied du mur.
En tout cas, il va falloir véritablement sortir le grand jeu à l'Etihad Stadium pour sortir les hommes de Pep Guardiola. Alors, de toute façon, Mauricio Pochettino dit que la confiance sera très importante, mais quand on a devant soi un Pep Guardiola, on n'y croit pas beaucoup. Effectivement, cette rencontre a été également la première manche, une bataille tactique entre deux super techniciens hispanophones. D'un côté, Mauricio Pochettino, l'Argentin, qui était déjà à Tottenham et qui a joué des sales tours à Pep Guardiola. En face, Pep Guardiola, 2 fois vainqueur de cette compétition avec le FC Barcelone, un professeur, un théoricien du football. Il ne fait que penser au jeu et il a su quand même tirer son épingle du jeu lors de la première manche. Je pense que Mauricio Pochettino aura beaucoup de difficultés face à cet entraîneur, même s'il essaie de remobiliser sa troupe, même s'il essaie de ragailler ses joueurs par son discours sans fioriture, ça sera très compliqué pour lui, mais ça ne reste que le football et en 90 minutes, tout peut se passer. Dernier sujet, nous prenons la direction de l'Espagne. On va parler de l'autre grand espagnol, Barcelone, qui a perdu jeudi une belle occasion de prendre la tête du classement provisoire de la Liga en se faisant battre chez lui par Grenade 2-1, un match en retard de la 33e journée, après avoir pourtant mené au score à la mi-temps grâce à un but de Lionel Messi. Ce qui aurait pu être une promenade de santé, eh bien, s'est transformé en cauchemar pour le Real, qui reste du coup 3e du championnat, égalité de points 71 avec Real Madrid à 2 points du leader, l'Atlético Madrid. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Barcelonais? Les Catalans se sont mis tout seuls en difficulté alors qu'ils avaient bien démarré cette rencontre face à Grenade. Grenade qui n'est pas une foot de guerre, même si cette équipe a été quart de finaliste de la Ligue Europa cette saison, éliminée par cette formation de Manchester. Je pense qu'il y avait quand même de la place pour le FC Barcelone de pouvoir retrouver le sommet, en tout cas caracoler à la tête du classement de la Liga, mais ils n'ont pas été, en tout cas, efficaces, ils n'ont pas été lucides du début jusqu'à la fin, malgré le but, le premier but, l'ouverture du score d'un certain Lionel Messi, sur du jeu combiné avec... excusez-moi, Antoine Griezmann. Cette formation catalane a coulé tout simplement en deuxième période sur des erreurs individuelles. Vous avez vu un peu le deuxième but marqué par cette formation de Grenade. C'était sur un mauvais aliment de la défense, une défense assez terne, composée d'un certain Arroyo et de Samuel Titi, qui n'ont pas résisté face à la furia de cette formation de Grenada. Je pense que Ronald Koeman a des soucis à se faire parce qu'aujourd'hui, le Barça est bloqué, est calé à la 3e place avec 11 points. Le Real Madrid 11 points, mais avec un goal particulier et plus avantageux. Et devant, c'est cette formation de l'Atlético de Madrid qui est leader avec 13 points. Il va falloir pour le Barça doit espérer un faux pas de ses adversaires désormais afin de rêver à un titre de la Liga. Ça sera compliqué, étant donné que le Barça va rencontrer des équipes assez, en tout cas, costauds, notamment le FC Valence pour demain, d'ailleurs, au stade Mestalla. Le Barça va se déplacer également au niveau du stade Wanda Metropolitano de l'Atlético Madrid pour défier le leader. Je pense que franchement, ça sera compliqué pour les hommes de Ronald Koeman. Le Barça ne sera peut-être pas champion encore une fois cette année. Champion du tout, parce que là, vous l'avez rappelé, 71 points, 3e devant. Il y a de gros morceaux qui ont aussi beaucoup d'ambition. Oui, de gros morceaux qui ont beaucoup d'ambition, notamment l'Atlético de Madrid, même si cette formation a perdu face à l'Atlético Bilbao le week-end dernier. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir se louper encore une fois face au FC Barcelone. Le Real Madrid, qui avait connu quelques périodes de mou, en tout cas le week-end dernier avec ce match nul, encore une fois face à un adversaire prenable, le Real Madrid qui va défier Osasuna. Je pense que les hommes de Zinedine Zidane vont tout mettre en œuvre pour pouvoir gagner et cela ne facilite pas la tâche pour le FC Barcelone. Le problème de cette formation catalane aujourd'hui, au-delà des errements défensifs, je pense que dans le cœur du jeu, il y a un problème. Le Barça n'arrive plus à être souverain du début jusqu'à la fin. On connaît le football Club Barcelone avec sa philosophie de jeu, ses préceptes de jeu qui est basé sur un jeu tourné vers l'avant avec beaucoup de redoublements de passes. Aujourd'hui, quand vous avez un jeu composé d'un certain Sergio Busquets qui n'a plus assez d'énergie, quand vous avez des jeunes joueurs comme Frankie de Jong
qui véritablement ne sont pas constants, c'est difficile pour un coach de pouvoir mettre en place une équipe compétitive. Je pense que le FC Barcelone est en pleine reconstruction. Il va falloir que les fans, en tout cas, le conçoivent ainsi pour pouvoir véritablement progresser, en tout cas briller la saison à venir. Et pour Grenade, cette victoire sur le FC Barcelone est une belle opportunité puisque Grenade se rapproche de plus en plus d'une place européenne. Grenade se rapproche de plus en plus d'une place européenne, je le disais tantôt. Ils ont été européens cette saison, ils ont fait la Ligue Europa, ils ont été jusqu'en quart de finale. C'est une équipe qui n'a pas un budget assez conséquent, en tout cas comparativement à celui du FC Barcelone. Grenade, c'est moins de 150 millions d'euros de budget. En tout cas, c'est quand même très petit par rapport au FC Barcelone qui a un budget colossal de 500 millions d'euros, même si le Barça est endetté. Grenade, qui a, en tout cas, s'est basé sur la formation avec un groupe assez compétitif, une équipe assez équilibrée qui est souvent très disciplinée tactiquement. Je pense que les coéquipiers de Matisse sont en train de faire une très bonne saison. En tout cas, comme celle de l'année dernière, ils sont dans une progression constante, dans une progression linéaire, et c'est tout à fait bénéfique pour cette petite équipe qui est en train de grandir. Et puis, autre point peut-être insolite à retenir de cette rencontre, c'est le carton de l'entraîneur du Barça. Il était véritablement, en tout cas dans tous ses états, il n'était pas content et finalement, suite à une interprétation que l'arbitre a jugée et injurieuse par rapport au quatrième arbitre, on l'a sanctionné. Cela révèle au grand jour un peu l'état d'esprit qui n'est pas au beau-fils au niveau du FC Barcelone. Il n'y a pas une certaine sérénité, que ce soit au niveau du staff technique, mais également sur le plan au niveau des joueurs. Je pense qu'il va falloir véritablement se remettre en cause et trouver la solution idoine pour la saison prochaine. Henri Akodo, merci. C'est moi. Tout de suite la pause. Le journal, 10 minutes et puis regard croisé.